Salut tout le monde, avec vous, Hamid Chkih, enseignant des sciences de la vie de la Terre à la direction provinciale de Lyon, Académie régionale de Lyon, Sakia, l'Hamra. Donc, dans cette séquence, on va traiter un exercice qui est relatif à la consommation de la matière organique et le flux d'énergie, c'est-à-dire qui porte sur les phénomènes qui permettent la synthèse de l'ATP par les cellules, destinées aux élèves des filières SVT et sciences physiques, bien sûr du deuxième bac. Donc on a l'énoncé de l'exercice. Donc la respiration cellulaire est un ensemble de réactions qui permettent aux cellules de produire l'ATP et qui se déroulent en partie dans les mitochondries. Ces réactions peuvent être perturbées suite à l'exposition de certaines substances chimiques comme l'antimycine. Ce dernier est un antibiotique produit par certains champignons, à savoir Streptomyces. L'exposition de l'homme à ce produit cause de graves incidents sur le métabolisme énergétique des cellules. Afin de comprendre le mode d'action de l'antimycine, on présente les données suivantes. Donc, pour cet exercice, on va essayer de montrer comment certains médicaments, c'est tous les antibiotiques, ont des effets secondaires. À l'exemple de la sensation de fatigue, elle est liée à la diminution de la production d'énergie. On va essayer de mettre en évidence comment apparaissent ces effets indésirables liés à l'utilisation des antibiotiques. Donc pour cela, on va étudier les données expérimentales suivantes. La donnée 1, une suspension de mitochondries est introduite dans deux milieux, 1 et 2, contenant de l'ADP, de PE et saturé en dioxygène. C'est-à-dire dans un milieu, on prend des mitochondries isolées qu'on a mis dans un milieu, c'est une suspension. Ce milieu, il contient de l'ADP et de l'EPI et qui est saturé en oxygène, c'est-à-dire contient une concentration très élevée en oxygène. Et la solution, ou bien le milieu, il est tamponné à un pH de 7,5. Dans le milieu 1, on va suivre l'évolution de la concentration d'oxygène dans l'ATP. Avant et après l'ajout du pyruvate ou de l'acide pyruvique. La figure pas des documents présente des résultats obtenus. C'est-à-dire, on a sur le document A, on a la figure A du document 1, on a la concentration de l'oxygène et la concentration de l'ATP avant et après l'ajout de l'acide pyruvique ou du pyruvate et après l'épuisement de cette molécule. Alors que, on revient aux données, dans le milieu 2, on suit l'évolution de la concentration toujours en oxygène avant et après l'ajout de l'acide pyruvique, c'est-à-dire pyruvate, et ou après l'ajout de l'antimycine, donc l'antibiotique mis en question. Et donc la figure B représente les résultats qu'on a pu obtenir. Donc on a sur la figure B, ça représente la concentration en dioxygène, en fonction du temps bien sûr, dans des conditions expérimentales différentes, à savoir après l'ajout, après avoir injecté ou bien ajouté de l'acide pyruvique, et après l'ajout de l'antibiotique, ou bien qui est l'antimycine. Donc la question classique, ce sont la description, et on va expliquer. Donc on a la première question, décrivez les résultats obtenus dans chacune des figures A et B. Donc on va décrire les résultats de la figure A et les résultats de la figure B. Et la deuxième partie, on va proposer une hypothèse, on va formuler une hypothèse pour expliquer ces relations. C'est-à-dire une réponse provisoire pour répondre ou bien pour expliquer ces résultats qu'on a obtenus. Donc ça, on sait toujours que la description, c'est une forme d'analyse qui est très simple. Donc on peut découper les courbes les deux courbes de l'oxygène et de l'ATP selon les ondes de variation. Par exemple, ici on a avant l'ajout de pyruvate, on a la concentration pour les deux variables est constante. On a la concentration en oxygène est constante et la concentration en ATP est constante. Après l'ajout du pyruvate, on a l'augmentation progressive de la concentration d'ATP qui est couplée à la diminution de la concentration en oxygène. Alors que la troisième partie, après épuisement du pyruvate, on constate que la concentration en ATP reste constante et la concentration en oxygène reste
constante et on va donner les valeurs approximatives pour chaque intervalle. Donc, cette première partie, on a les variables pour l'ATP, c'est à peu près 30 à 35%. Pour l'oxygène, c'est 100%. La diminution de l'oxygène, c'est presque 40%, ou bien 35%. Et reste constant de cette valeur. De même pour l'ATP, elle monte jusqu'à 100 et puis elle reste constante. Donc, pour répondre à la question, donc on va analyser la figure A et on va revenir à la figure B. Donc, la première question, qui est composée de deux parties, on a la description puis l'hypothèse. On va prendre la description, puisqu'on a affaire à deux figures, la figure A et la figure B. Donc, on va prendre la figure A. Donc, on va dire que pour la concentration d'oxygène, donc on constate que la concentration en oxygène reste constante en la valeur, dans la valeur de 100, bien sûr unité arbitraire qu'on a utilisée, et ce avant l'ajout du pyruvate, ou bien de l'acide pyruvique. La deuxième partie, après l'ajout du pyruvate, la concentration en O2, bien sûr, va, comme vous pouvez constater, diminue pour atteindre une valeur, ou bien la valeur de, donc on va projeter sur l'axe des ordonnées relatives à la concentration d'oxygène pour avoir une valeur approximative de 35 EA, unité arbitraire. La troisième partie, donc après épuisement du pyruvate, on a la concentration en O2 reste stable ou bien constante dans la valeur, ou bien dans la valeur de 35 UA ou unité arbitraire. Ça, c'est concerne l'oxygène. Pour l'ATP, on va procéder de la même manière, toujours sur la figure A. Avant l'ajout du pyruvate, la concentration en ATP est stable ou bien est constante dans la valeur, ou bien en la valeur de presque 35 UA. Après l'ajout du pyruvate, la concentration en ATP, bien sûr, elle va augmenter, comme vous pouvez constater sur le document, augmente pour atteindre
la valeur, on définit la valeur qui est la valeur de 100 unités arbitraires. Et la dernière partie, après épuisement du pyruvate, la concentration en ATP reste constante ou bien stable ou bien se stabilise dans la valeur de presque 100 unités arbitraires. Ok, c'est ça, c'est pour la figure A. Donc on passe à la figure B de la même manière et on va faire rapidement. Donc pour la figure B, on a avant l'ajout du pyruvate, la concentration d'O2 diminue, ou bien avant diminue faiblement. On peut continuer dans la phrase, alors qu'elle diminue rapidement après l'ajout du pyruvate pour atteindre, on va prendre la valeur presque, pour atteindre 40, c'est presque 40 UA, puis toujours donc la concentration, donc on a pris les autres, c'est la concentration de demi-férum, alors qu'elle, c'est-à-dire la concentration L, puis elle reste presque constante, ou bien stable, on veut dire, après l'ajout de l'antimycine A. La valeur, donc on va donner ici la valeur approximative bien sûr toujours, de presque 40 UA. Donc il se stabilise, hein. Il est presque, comme vous pouvez constater ici sur la courbe, on a une faible diminution, ou une chute, ou bien une diminution rapide, hein. Et ici on a une faible diminution, on peut considérer qu'elle reste presque constante. Donc on peut reprendre sur la figure G, donc avant l'ajout, comme vous constatez, avant l'ajout du pyruvate, la concentration de diminue très faiblement, alors qu'elle diminue rapidement, on a la chute, après l'ajout du pyruvate, pour atteindre une valeur de 40, approximative de 40, ou bien 35 UA, puis elle reste presque stable, ou bien presque constante, après l'ajout de l'antimycine, on la valeur de 40 donc, sur cette valeur. OK? Donc, on passe à la deuxième partie, toujours de la première question, qui est l'hypothèse. À partir de ce document, on sait que après l'ajout de l'antimycine, on a la concentration d'oxygène reste presque constante. Donc, il n'y a pas consommation d'oxygène. Donc, parmi les hypothèses qu'on peut formuler, donc cette hypothèse doit être liée doit avoir une liaison entre la consommation de l'oxygène et l'action de l'antimycine. Sachant que l'oxygène il intervient dans la réaction des oxydations respiratoires, donc on peut postuler ou bien formuler que, par hypothèse que l'ajout de l'antimycine, il inhibe, il bloque, il freine les réactions des oxydations respiratoires. Ou bien on peut aller plus loin,
pour dire par exemple, sachant que l'oxygène intervient plus exactement au niveau de la chaîne respiratoire, on peut dire que l'antimycine, il agit sur les réactions de la chaîne respiratoire, il bloque les réactions de la chaîne respiratoire. Donc, on peut formuler l'hypothèse suivante. Donc, on peut dire que l'antimycine bloque, inhibe, freine les réactions des oxydations respiratoires au niveau des mitochondries. Donc, toujours dans la même première question, on a l'hypothèse. On peut dire que l'antimycine, donc il se peut que l'antimycine inhibe ou bien freine ou bien bloque les réactions d'oxydation respiratoire au niveau des mitochondries. Donc, comme je dis, on peut prendre d'autres hypothèses. On va contenter de celle-ci. Donc, et on passe à la suite de l'exercice, c'est-à-dire sur la question 2. Donc, on a la donnée de la membrane interne de la mitochondrie contient des complexes protéiques formant la chaîne respiratoire. Ça, on le sait. On sait qu'au niveau de la membrane interne, il y a la chaîne respiratoire. Le document 2 montre l'enchaînement des réactions d'oxydants qui ont lieu au niveau du transfert des électrons le long de la chaîne respiratoire. Donc, sur le document 2, on a les complexes de la chaîne respiratoire, le complexe 1, le complexe 2, 3, jusqu'à l'accepteur final qui est l'oxygène. Et ces réactions qui débutent par l'oxydation des transporteurs et qui se terminent par la réduction de l'oxygène en H2O, bien sûr avec la formation, la synthèse de l'ATP qui n'est pas ici présentée sur le document. Donc, et on a le site, ça représente aussi le site d'action de l'antimycine, c'est-à-dire cette antimycine, il agit sur le complexe 3 de la chaîne respiratoire. Donc, et sur la figure 3, sur le document 3, on a les réactions de la chaîne respiratoire, comme je viens de dire, qui débutent par l'oxydation de transporteurs, NADH+ et FADH2, libération des électrons et des protons. Les électrons passent à travers les transporteurs de la chaîne respiratoire, à savoir par des réactions d'oxydoréduction, alors que les protons H+ s'accumulent au niveau de l'espace intermembranaire pour introduire ou bien pour donner un gradient protonique qui est utilisé pour la synthèse de l'ATP suite au flux du proton à travers la sphère pédonculée. Donc la question 2, en exploitant le document 2, donc on va se contenter du document 2, montrer la relation entre le sens de transfert des électrons, et le potentiel redox des différents complexes. Donc sur le tableau, sur le document, on a ici sur l'axe des ordonnées, on a le potentiel d'oxydoréduction, ce qu'on appelle le potentiel redox, et on a ici le sens des flux des électrons. Comme vous pouvez constater, on a les électrons sont transportés de NADH+, du couple NADH plus NAD, au couple O2H2O. Donc, ce transfert, selon le potentiel de redox, on passe du potentiel faible à un potentiel important. Donc, tout simplement, on va dire que les électrons sont transportés selon un potentiel redox croissant. Très simple. Donc, la question 2. La question 2A. Donc, on a toujours à partir des documents les électrons sont transportés dans le sens des potentiels redox croissants, c'est-à-dire qui augmentent, puisqu'on passe du faible potentiel
au potentiel important. Donc, et on passe à la question B. Donc, expliquer l'effet de l'ajout de l'antimycine sur la concentration d'oxygène présentée sur le document 1. Donc, on va expliquer les résultats qu'on a obtenus ici sur le document 1 après l'ajout de l'antimycine. Donc, on a dit qu'après l'ajout de l'antimycine, la concentration d'oxygène reste constante, c'est-à-dire que l'oxygène n'est pas consommé. Et on va l'expliquer en exploitant les données des documents 2, à savoir l'effet de l'antimycine. D'une manière très simple, on a l'antimycine, il inhibe le complexe 3. Donc, si on a l'inhibition du complexe 3, les réactions de la chaîne respiratoire vont s'arrêter, vont être bloquées. Si elles sont bloquées, donc l'oxygène ne sera pas réduit puisqu'il n'y a pas oxydation des transporteurs in ADH+. Donc, pour avoir l'utilisation de l'oxygène, on doit avoir l'oxydation des transporteurs. Mais comme l'antimycine bloque le travail du complexe 3, donc il n'y a pas de transfert d'électrons, donc il n'y a pas d'oxydation, et donc on n'aura pas de réduction, donc pas de consommation d'oxygène. C'est très simple. Donc c'est la question B, toujours de la deuxième question. On a l'antimycine, bien sûr l'antimycine A, inhibe, c'est-à-dire elle freine, elle bloque le travail du complexe. Inhibe le complexe, c'est le complexe 3. C'est ça? Oui, c'est ça, le complexe 3. D'où l'arrêt du transfert ou bien du transport des électrons et donc le blocage ou bien on va prendre l'arrêt au mieux, donc et l'arrêt des réactions d'oxydation des transporteurs, à savoir NADH, H+, et FADH2, d'où l'arrêt ou bien la non-consommation, on veut dire, la non-utilisation d'O2 et par conséquent, la concentration, par conséquent, sa concentration, c'est-à-dire la concentration d'O2, reste invariable, ou bien stable, ou bien constante. C'est-à-dire, toujours sur l'explication, on a des relations de cause à conséquence. Le blocage du transporteur entraîne le blocage de la chaîne respiratoire, donc le blocage de l'oxydation de transport, donc le blocage de l'utilisation de l'oxygène. Donc l'oxygène n'est pas utilisé, d'où sa concentration qui va rester constante après, sous l'action de cet antibiotique, à savoir l'antimycine. Donc et on passe à la dernière question, qui est la question 3. On vous aidant des documents 2 et 3. C'est-à-dire on va s'appuyer sur le document 2 et 3. Le document 3, 2, qui montre l'effet de l'antimycine, et le document 3 qui montre les réactions de la chaîne respiratoire. Pourquoi on va s'appuyer sur ces documents? Pour expliquer l'effet de l'antimycine sur la production de l'ATP. Cette fois-ci, non plus sur l'utilisation d'oxygène, mais sur la production de l'ATP. Toujours, on va procéder de la même manière. On a sur le document 2, l'antimycine A inhibe le travail du complexe 3. Si on a l'inhibition du complexe 3 ici, ne travaille plus, ces réactions vont s'arrêter. Si ces réactions ne vont s'arrêter, il n'y aura pas ni réduction de l'oxygène, donc l'arrêt de l'oxydation des transporteurs. Et s'il n'y a pas réoxydation de transporteurs, on n'aura pas libération de H+ dans l'espace intermembranaire. Donc on n'aura pas de
gradient intermembranaire, ici, donc les sphères pédoncules ne sont pas activées et donc l'ATP ne sera pas produit. Donc, je vais essayer de formuler, pour me répondre cette question. Toujours, comme j'ai dit, puisqu'on a expliqué, on a donné la cause. La cause initiale de ce résultat, c'est l'antimycine. Donc, c'est la question 3. Donc, on peut le prendre sous forme de schéma, mais je vais le prendre sous forme de phrase. Donc, on a... Oui, je peux le prendre sous forme de phrase, si on veut dire oui. Donc, l'antimycine A inhibe le complexe 3, ce qui entraîne l'arrêt ou le blocage des réactions de la chaîne respiratoire et donc la non-oxydation des transporteurs d'électrons et de protons, à savoir NADH, H+, et FADH2, d'où l'absence ou la non-naissance du gradient protonique, c'est-à-dire le gradient de H+, de part et d'autre entre la membrane interne, oui, ce qui mène à, ou bien ce qui entraîne, ce qui mène à la non-activation de l'ATP synthase ou l'ATP synthétase et par la suite, ou bien, et donc l'arrêt de la synthèse d'ATP. Ce qui explique, donc on a attrapé par sous l'action de l'antimycine, qui est la source, ou bien la cause de cet effet indésirable, on a le résultat final, c'est la non-production d'ATP. Donc, je répète une autre fois, pour expliquer, on passe toujours de la cause pour arriver au résultat. La cause, c'est l'utilisation de l'antimycine, et le résultat final, c'est la non-synthèse de l'ATP. Et ce, bien sûr, pour introduire les données de documents qui sont proposés, on va utiliser le document 2 et le document 3. Donc, prend fin notre exercice. Et donc, dans l'attente d'une nouvelle occasion, je vous souhaite bonne chance et portez-vous bien.